Bonjour, alors aujourd'hui on va voir la formule du binôme quantique. Alors, vous connaissez la formule du binôme, normalement. Et bien là, ça va être la même, mais dans sa version quantique. Alors, on va rentrer dans un monde qui s'appelle le monde de la combinatoire quantique, qui est une branche du monde de la combinatoire, qui est une branche en plein essor depuis la fin du XXe siècle, et qui nous éclaire sur l'algèbre linéaire, et là en particulier sur la géométrie des sous-espaces vectoriels, et plus si affinité. Bien, alors on va regarder ça rapidement. D'abord, tout le monde connaît la formule du binôme, et je vais la schématiser de la manière suivante, c'est que 1 plus t puissance n, c'est la somme pour m égale 0 à n de m parmi n, t puissance n. Bon, comment ça se montre? Eh bien, on a ces nombres binomiaux qui représentent le nombre de parties à m éléments dans un ensemble à n éléments. Et cet ensemble de parties que je vais appeler P indice Mn, donc c'est des parties à m éléments dans un ensemble à n éléments, qui est de cardinal m parmi n, le nombre binomial, va intervenir parce que quand on développe 1 plus t puissance n, eh bien, le développement même nous demande de choisir à chaque fois un élément dans cette somme, pour ces n éléments, et donc ça nous demande de choisir des parties I1, I2 jusqu'à IM dans un n qui correspondent au moment où on a choisi de prendre t plutôt que de prendre 1. Donc ici, pour le deuxième, je décide que I1, c'est 2, voilà. Et I2, ça va être celui qui va arriver là. Ensuite, IM, ça va être ça. Et j'ai mon ensemble. Et quand je vais développer, je vais obtenir un terme en t puissance m, puisque j'ai pris une partie à m éléments. Et combien j'en ai de parties à m éléments? J'en ai m parmi n. Donc là maintenant, vous voyez que vous avez d'une part des formules combinatoires, d'autre part, une version ensembliste de ces formules combinatoires. Bien. Eh bien, la combinatoire quantique, c'est une combinatoire où on a d'une part des formules combinatoires, mais où la version réalisée ensembliste de ces formules, eh bien, se retrouve dans la géométrie, dans l'algèbre linéaire des espaces vectoriels, finalement, sur un corps fini K de cardinal Q. Voilà en gros comment on pourrait schématiser la combinatoire quantique. Alors voilà une première formule, qui est la formule du binôme quantique. Eh bien, c'est que le produit de i égale 1 à n de 1 plus q puissance i fois t, ici, est égal à la somme de m égale 0 à n. Alors ici, de ce qu'on va appeler des nombres binomiaux quantiques, fois q puissance m plus 1 sur 2, t puissance m. Ce qui est remarquable dans ces formules de combinatoire quantique, c'est que quand on pose q égale 1, même si ça ne signifie rien qu'un corps soit de cardinal 1, eh bien quand on pose q égale 1, on retrouve la formule de départ. Ici, le membre de gauche, en q égale 1, devient 1 plus t puissance n. Et cette formule-là, vous voyez qu'on va avoir ça qui va devenir 1. Là, on va garder t puissance m, et on va voir que ce nombre-là, qu'on ne connaît pas encore, quand q égale 1, eh bien, ça va devenir le nombre binomial, et c'est pour ça qu'il s'appelle, lui, le nombre binomial quantique. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'était que le nombre binomial? C'était le nombre de parties à m éléments dans un ensemble à n éléments. Et bien, le nombre binomial quantique, alors qui dépend de Q, c'est le cardinal, non pas de l'ensemble des parties, mais de la grassmannienne Mn de K, c'est-à-dire l'ensemble des sous-espaces de dimension m dans K puissance n. Donc les ensembles sont devenus des sous-espaces,
donc ce qui était des ensembles. À m éléments, c'est devenu de dimension m. Et dans l'ensemble 1 jusqu'à n est devenu dans l'espace vectoriel Kn. Voilà. Donc c'est quelque chose de très analogue, c'est ce qu'on appelle justement des analogues quantiques, hein, et K est de cardinal, c'est un corps de cardinal Q. Voilà. Donc bon, Q, déjà, vous pouvez imaginer que K c'est Z sur PZ et que Q égale P premier, hein, voilà, par exemple. Alors maintenant, nous allons voir deux façons de calculer ce nombre binomial quantique. Une façon par les actions de groupe, une autre façon plus géométrique. Alors, allons-y. Première façon. Alors, disons que c'est la façon la plus simple, mais quand même, elle est déjà assez sophistiquée parce qu'elle utilise les actions de groupe. J'affirme que GLN de K agit transitivement sur la grassmannienne, c'est-à-dire que quand on prend deux sous-espaces de même dimension dans Kn, on peut toujours avoir un automorphisme, donc un élément de GLN de K, qui fait passer d'un sous-espace à l'autre. D'accord ? Ça, c'est une conséquence directe du théorème de la base incomplète. Bien. Maintenant, puisque cette grassmannienne, l'ensemble des sous-espaces, ça forme une seule orbite pour GLN, je vais prendre un élément particulier, ce qu'on appelle l'élément de forme normale, je le choisis, et bien, comme Kn possède une base canonique, eh bien, il va y avoir un sous-espace de dimension m, hein, que j'appelle F0, qui est engendré par les m premiers éléments de la base canonique. Voilà, je l'appelle F0, et je vais regarder son stabilisateur. C'est une technique classique dans les actions de groupe. Et le stabilisateur de F0, puisque je dois stabiliser le sous-espace engendré par les m premiers éléments, eh ben, ça veut dire qu'ici, j'ai une matrice bloc de taille m et des zéros là. Maintenant, ici, je peux choisir ce que je veux, puisque tout ce que je voulais, c'était de stabiliser F0, et c'est fait. Mais maintenant, il y a juste que je suis dans GLN, et comme j'ai une matrice triangulaire, d'accord, qui est par bloc, je suis obligé de choisir un bloc GLM et un bloc GLN-M, c'est-à-dire il faut ici que les déterminants soient non nuls, parce que le déterminant global, c'est le produit de ces deux déterminants. Et ici, c'est freestyle, je peux prendre ce que je veux. Alors ça me dit quoi maintenant? Ça me dit que le cardinal de la grassmannienne, c'est le cardinal donc d'une orbite, puisqu'il y a action transitive, donc c'est le cardinal du groupe quotienté par le cardinal d'un stabilisateur. Et donc le cardinal de GLN, je l'appelle GN, et là le stabilisateur, là j'ai GM, GN-M, et là j'ai ce que je veux, donc j'ai un rectangle. Ici, la largeur c'est M, la longueur là c'est N-M, et donc je peux mettre n'importe quel élément du corps, donc c'est Q puissance M facteur de N-M. Voilà donc une première formule pour le nombre binomial quantique. Attention, donc Gn c'est le cardinal, ou si vous préférez l'ordre du groupe, c'est Qn-1, facteur de Qn-Q, jusqu'à Qn-Qn-1. On l'a vu plusieurs fois sur cette chaîne, c'est une façon de compter les bases. Bien, alors maintenant avec cette formule et celle-ci, je vais pouvoir faire une simplification. D'abord, ici je peux factoriser Q, d'accord? Donc ici je factorise Q, ensuite je factorise Q2, jusque là où je factorise Qn-1, et donc je factorise une puissance de Q ici. Je factorise une puissance de Q ici, je factorise une puissance de Q ici, donc c'est la puissance maximale que je peux factoriser, et ici j'ai une puissance de Q. Il se trouve, vous pouvez vérifier, c'est facile, c'est du calcul tout simple, que tout se simplifie. Donc, il ne reste plus de puissance de Q. Donc, j'ai au numérateur un certain nombre sans puissance de Q, et ici, sans puissance de Q, sans puissance de Q. Et bien maintenant, il va me rester, pour vous le vérifier, Qn-1, facteur de Qn-1 moins 1
jusqu'à, alors par simplification entre les termes ici et les termes ici, jusqu'à Qn-1 plus 1 moins 1. Donc ce terme-là, ça disparaît, ça a disparu parce que les puissances de Q ont disparu, et il va rester Qm-1 sur Qm-1 moins 1, et là Q-1. Alors ça commence à beaucoup ressembler au binôme classique. D'accord? Quand on écrit le binôme sous la forme n, facteur de n-1, jusqu'à n-m plus 1, divisé par m, facteur de m-1, jusqu'à 1. C'est exactement cette forme-là. Eh bien, en fait, quand on va poser Q égale 1, alors là, ça fait une indéterminée 0 sur 0, mais on va faire tendre Q vers 1. Bon, maintenant, on regarde Q comme une variable réelle, et on la fait tendre vers 1. Hein. Alors, regardez ce que ça fait. Vous avez QA moins 1 sur QB moins 1. Ben, quand vous mettez en facteur Q-1 au numérateur et Q-1 au dénominateur, ça se simplifie, et il reste des séries géométriques. Donc ça, c'est une série géométrique avec A terme, et là, une série géométrique avec B terme. Donc quand Q est égal à 1, ben, ça fait A sur B. Donc ici, vous voyez bien que quand Q tend vers 1, ça va bien tendre vers ce nombre-là, et donc ça va tendre vers le coefficient binomial. Donc lui porte bien son nom de coefficient binomial quantique. Alors, on va voir comment la combinatoire quantique, donc le fait de compter finalement ce genre de choses, nous permet de mettre en lumière sur un corps fini la décomposition en ce qu'on appelle en cellules de Schubert. Et cette décomposition, elle va être valable sur tout corps, hein, même s'il est infini. Mais au moins, dans le cas fini, on voit quelque chose de particulier qui se généralise complètement. Et ce qui est bien dans le corps fini, c'est qu'on peut tout compter. Voilà. Alors, allons-y. Quand on va faire le calcul de la grassmannienne 2,4, c'est là où ça commence avec 2,4. Hein. C'est là où les choses commencent à se voir réellement, parce qu'il commence à y avoir des multiplicités. Regardez, quand vous allez faire le calcul, d'après la formule qu'on a eue tout à l'heure, c'était, donc on remplace, vous voyez, vous remplacez dans 4 fois 3, quand vous allez faire le nombre binomial, hein, de 2 parmi 4, vous faites 4 fois 3 sur 2 fois 1, eh bien, vous remplacez chaque nombre, A par Q puissance A moins 1. Donc c'est vraiment facile. Hein. Donc ici, vous avez ça comme formule. Et maintenant, ben, vous voyez que ça sur ça fait Q2 plus 1, ça sur ça fait Q2 plus Q plus 1. Vous avez de toute façon très souvent une simplification. Et ici, quand vous développez, vous avez Q4, Q3, Q2, mais Q2 il apparaît 2 fois, plus Q plus 1. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une multiplicité. Hein, donc il y a quelque chose qui se dégage, cette petite multiplicité. On va essayer de l'interpréter. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors voilà, on est en train de calculer le nombre de sous-espaces de dimension 2 dans un espace de dimension 4. Et en fait, ce qui va se dégager ici, c'est le type de sous-espace. Alors, comment on calcule ce type? Ici, vous avez ce qu'on appelle le drapeau standard, c'est-à-dire on est dans K puissance 4, on a une base canonique EI, et on regarde les sous-espaces grand E indice I, engendrés par les I premiers vecteurs de la base canonique, E1 jusqu'à EI. Très bien. Eh bien, ici, vous allez regarder à chaque fois la dimension de votre espace inter-EI. Donc, vous allez avoir une succession. Vous allez avoir F inter E1, qui est inclus dans F inter E2, F inter E3, et F inter E4. Mais comme E4 c'est K4, F inter E4, ça c'est F. Et maintenant, regardez les dimensions. Comme les EI sont chacun de codimension 1 dans le suivant, eh bien, ici, vous montez pour les EI, vous montez de 1 en 1. Quand vous intersectez avec F, vous ne pouvez pas monter de plus de 1. Vous pouvez monter de 0, d'accord?
mais vous ne pouvez pas monter de plus de 1. Donc, ce qui se passe, c'est que la dimension de f inter EI moins la dimension de f inter EI moins 1, bah, ça peut être au maximum 1. Ça ne peut pas dépasser la dimension de EI moins la dimension de EI moins 1, évidemment. Donc ici, ce sera 0 ou 1. Et on va regarder, étant donné que on va ajouter à chaque fois 0 ou 1 pour passer de là à là, de là à là, de là à là, et qu'à la fin, on va trouver 2, ça veut dire qu'on a ajouté 2 fois 1. C'est-à-dire qu'on va regarder où est-ce que ça s'incrémente. Et on va dire que f est de type I1, I2, ici, si les incrémentations se font au niveau I1, I2. Donc par exemple, vous regardez les sous-espaces de type 2, 4. Ça veut dire que l'incrémentation s'est faite ici et ici. 2 et 4. Voilà, vous avez 1, 2, 3, 4. Alors, ça veut dire ici que la dimension de f inter E1, bah, c'est 0. La dimension de f inter E2, bah, là c'est 1. La dimension de f inter E3, bah, c'est toujours 1, ça n'a pas incrémenté. Et la dimension de f inter E4, c'est-à-dire la dimension de f, bah, c'est 2. Voilà. Donc il y a eu l'incrémentation en 2 et 4. On va interpréter ça en termes de base. Alors regardez, ici, ça veut dire que vous allez avoir un vecteur. Ses coordonnées 3 et 4 sont nulles. Voilà. Sa coordonnée, il va y avoir une coordonnée 2 non nulle. Parce que sinon, s'il y avait une coordonnée nulle ici, il y aurait une intersection. Donc dans F, il va y avoir un vecteur avec coordonnée nulle, et là, coordonnée non nulle, quitte à diviser par la coordonnée non nulle, je peux supposer que c'est 1, et là, un élément. Donc j'ai trouvé un premier vecteur. Je sais que je vais avoir un vecteur, un deuxième vecteur, puisque f est de dimension 2, qui va constituer une base, et si ici on avait 0, eh ben, on aurait ici une dimension 2 déjà là. Donc, en fait, je sais que j'ai un vecteur de coordonnées non nulles ici, et je mets un 1 là, quitte à diviser par la coordonnée non nulle. Et ici, je mets ce que je veux. C'est mon vecteur. Alors maintenant, est-ce que ce vecteur est unique? Quand il est sous cette forme-là, on va essayer de le mettre sous une forme normale pour avoir unicité, c'est-à-dire qu'on puisse dire, je sais que f est de type 2, 4, donc il va y avoir un 1 à la deuxième ligne et un 1 à la quatrième ligne, et je vais avoir un unique vecteur qui détermine complètement f s'il est sous une certaine forme. Alors, sous cette forme-là, il n'y a pas unicité, parce que vous pouvez faire des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs, donc vous restez dans f, et jouer là-dessus. Donc, je vais, avec un pivot de Gauss, annuler ici. Je suis sûr, en faisant une combinaison, d'avoir un vecteur qui est sous cette forme-là. Et sous cette forme-là, vous vérifiez que les deux vecteurs sont uniques. Alors, pourquoi c'est unique? Ce vecteur, vous l'appelez F1. Ce vecteur-là, vous l'appelez F2. Et vous voulez qu'un vecteur de grand F, de la forme donc AF1 plus BF2, s'écrive, par exemple, sous cette forme-là. Et ben, vous voyez bien que ça oblige A égale 1 et B égale 0. Et vous voulez ensuite que ce vecteur soit sous cette forme-là. D'accord? C'est-à-dire, quitte à changer ces éléments, qui est un 1, un truc ici, un truc nul ici, et un truc quelconque ici. Eh bien, vous voyez bien que vous êtes obligé, à cause de ce 0-là, d'avoir A égale 0, et à cause de ce 1-là, d'avoir B égale 1. Donc, cette forme-là, j'affirme que dans grand F, elle est unique. On a trouvé ce qu'on appelle une forme normale. Alors, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à dénombrer les sous-espaces de type 2,4. Combien il va y avoir de sous-espaces de type 2,4? Eh bien, il va y en avoir. À chaque fois que j'ai un sous-espace de type 2,4, j'ai un couple de vecteurs, ici, de cette forme-là, donc, et inversement.
Et donc, je vais pouvoir dénombrer, il y en a Q fois Q fois Q. Autant que je peux choisir ici d'étoiles. Donc, il y en a Q puissance 3. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je regarde le cardinal de la grassmannienne. Je fais ma décomposition, ce qu'on appelle en cellule de Schubert, c'est-à-dire en sous-espace de dimension ici 2, avec f d'un certain type. Voilà. Et maintenant, comme c'est une décomposition disjointe, j'ai plus qu'à compter les choses. Alors, regardez, on va retrouver exactement ce qu'on avait là, c'est-à-dire, commençons par regarder le type 3-4. 3-4, ça veut dire que je mets un 1 là, un 1 là. Donc j'ai 1 ici, là c'est quartier libre, 1 là, là je suis obligé de mettre un 0, et là c'est quartier libre. Voilà. Donc ici, j'ai combien de possibilités? Combien j'ai de sous-espaces de type 3-4, donc engendrés par des vecteurs de cette forme-là? Eh bien, j'en ai Q puissance 4. Combien j'ai de sous-espaces de type 2-4? On l'a vu, Q puissance 3. Combien j'ai de sous-espaces de type 2-3? Donc je mets 2 et 3 ici. Là, je suis obligé de mettre un 0. Je vais en avoir Q puissance 2. De type 1-4, il se trouve que c'est Q puissance 2 aussi. De type 1-3, c'est Q puissance 1. Et de type 1-2, il n'y a qu'un seul sous-espace de type 1-2. Vous voyez, il n'y a pas d'étoile. C'est juste le sous-espace E2. Donc lui, il est de dimension 2. Évidemment, son intersection ici avec E1, c'est E1. Et son intersection avec E2, c'est E2. Donc ici, vous avez l'incrémentation dès le départ. D'accord ? Voilà. On vient de voir que le cardinal de la grassmannienne, c'est la somme, d'accord, de puissance de Q. Et cette somme de puissance de Q correspond à des décompositions en certains types. Voilà. Alors, on va généraliser cette formule-là. Et après, on va montrer la formule du binôme quantique. Alors, donc, cette grassmannienne, on peut dire que son cardinal, c'est la somme des cardinaux de chaque cellule. C'est-à-dire, on a subdivisé l'ensemble des sous-espaces de dimension m en ensemble de sous-espaces de dimension m, mais d'un type donné, I1 jusqu'à IM. Voilà. Et on va avoir une somme de Q puissance Li. Alors, quelle est cette puissance en général en fonction du type? On va voir que cette puissance ne dépend que du type. Regarde. Donc, comment on fait pour retrouver le 3 ici, le Q puissance 3? Vous avez I1, et le nombre d'étoiles que vous avez au-dessus du 1, c'est I1 moins 1. Donc ici, je vais avoir L de I égale I1 moins 1. Plus, combien je vais avoir d'étoiles au-dessus de 1? Je vais avoir I2 moins 1. Donc là, c'était les 3 étoiles qu'on avait au départ. Mais il faut enlever encore celle-ci. Donc ça va faire I2 moins 2. Donc ça va faire, vous voyez, en général, I1 moins 1 plus I2 moins 2 plus jusqu'à IM moins 1. Donc tout se généralise très bien. D'accord ? Vous avez donc ici une décomposition en cellules de Schubert qui s'appelle la décomposition de Brua de la grassmannienne. C'est exactement la décomposition de Brua, peut-être que certains ont vu à l'agrégation par exemple. Et bien maintenant, donc ici, c'est la somme des IK moins m plus 1 sur 2. D'accord ? Donc je vais multiplier, donc ça c'est le cardinal de la grassmannienne, donc c'est nmq. Je multiplie par Q puissance m plus 1 sur 2 pour faire disparaître tous ces petits termes disgracieux. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester la somme de QI1, QI2 jusqu'à QIM. Comme ça, ici, c'est Q puissance la somme. J'ai fait disparaître tous les signes moins. Donc, j'ai maintenant cette formule. J'ai fait que multiplier cette égalité par Q puissance m plus 1 sur 2 et dire que ça c'est égal à ça. Maintenant je multiplie par T puissance m.
Donc t c'est une variable, hein, d'accord, c'est une indéterminée. Et en fait, je multiplie ici par t puissance m et je distribue t dans chaque facteur, puisqu'il y en a m. Et maintenant, je vais faire la somme de ces égalités pour m allant de 0 à n, ici. Donc je fais la somme. Et ici, quand je vais faire la somme pour m égale 0 à n, j'ai exactement le développement de ce produit-là. On reconnaît facilement par distributivité, c'est juste de la distributivité, un peu de calcul formel, voilà, qui nous donne ça. Et donc voilà, on a ici la formule du binôme quantique, que vous pouvez trouver démontrée comme ceci dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Et ensuite, on en déduit des formules, hein, formule de l'air, formule du triple produit de Jacobi, des jolies formules qui sont dues aux pionniers de la combinatoire quantique, c'est-à-dire Euler, Gauss, évidemment, Jacobi. Voilà. D'ailleurs, c'est Gauss qui a décidé d'appeler le cardinal de K égale Q, pour dire à quel point il est respecté dans le milieu.